Ciao bambini! Aujourd'hui, on part à l'assaut de l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on répond à l'appel de notre bon roi Pardi. Vous ne savez pas qu'il essaye de conquérir la péninsule depuis 1494? Allez, assez traîné, on y va. Coup de canon, chef-d'œuvre de la Renaissance et maladie vénérienne, c'est le programme de la nouvelle série du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'est parti pour Rêve d'Italie. Dans cet épisode, l'héritage de son père est infesté de traîtres et comploteurs de toutes sortes. La mort du roi Robert fait entrer un nouveau challenger dans cette équation italienne déjà bien compliquée, la Hongrie. L'abandon du royaume de Naples par la maison d'Anjou est finalement un véritable soulagement. Vous écoutez Rêve d'Italie, épisode 2. Rêver d'Italie au XIVe siècle. Alors, on en était où? Ah oui, Charles d'Anjou avait perdu la Sicile lors des vêpres siciliennes en 1282. Notre brave aventurier ne survit pas longtemps à cette perte, puisqu'il va mourir de la fièvre en 1285. Il laisse un fils, Charles II d'Anjou, qui se trouve présentement prisonnier des Aragonais après une expédition infructueuse pour reprendre la Sicile. Sympa, Jacques d'Aragon, qui possède désormais la Sicile dans son escarcelle, le libère sous probation en gardant ses fils en otage. La situation va rester confuse pendant quelques années encore. Charles II passe son temps à lancer des raids sur la Sicile et à comploter avec les nobles du coin, avant d'arriver finalement à un accord en 1295. C'est le traité d'Agnani. Jacques d'Aragon abandonne la Sicile qu'il donne à son frère Frédéric, et en échange, Charles II reconnaît sa souveraineté. Ah, et puis les enfants de Charles II sont libérés aussi, ça c'est quand même pas mal. Bon, Charles y va traîner un peu des pieds pour reconnaître le nouveau roi de Sicile, mais il le fait officiellement en 1303. Les Angevins ont bel et bien perdu la Sicile, et ils ne la retrouveront jamais. Pars très loin et ne reviens jamais. Bon, finalement, c'est pas si grave. Alors, c'est sûr, ça fait jamais plaisir de perdre une terre durement conquise par le paternel, mais gouverner la Sicile coûtait en fait très cher au royaume de Naples, sans compter qu'il fallait sans cesse traverser le détroit de Messine. L'île n'a de toute façon jamais été une conquête très fiable, et les Siciliens n'arrivaient pas à se faire à l'idée d'être les numéros 2 derrière Naples. Bref, la perte de la Sicile, ça va donner en fait un nouveau souffle au royaume de Naples. Plus de ressources, plus d'hommes, plus d'argent disponible pour les différentes régions du royaume. Globalement, on en compte 5. Alors là, prenez une carte, ça va être vraiment plus facile. C'est bon, vous avez votre carte? Alors, dans la botte de l'Italie, on a d'abord les Pouilles, qui correspondent aux talons, et la Calabre, qui correspond aux pieds. Et entre les deux, on a une région qu'on appelle la Basilicate. Au nord, on a la Campanie, qui est la région de Naples côté ouest, et les Abruzzes côté est. Donc, Charles II peut se concentrer sur son royaume, et sa première grande tâche est de bien tout nettoyer. L'héritage de son père est en effet infesté de traîtres et de comploteurs de toutes sortes. Il faut bien se dire en fait que le royaume de Naples, à ce moment-là, c'est un assemblage d'un nombre invraisemblable de toutes petites seigneuries qui changent d'alliance au gré du vent. La conquête puis la guerre avec l'Aragon ont laissé un paquet de nobles plus ou moins fiables dont Charles II se méfie. Et il a raison, Charles II. D'ailleurs, il y va pas par 4 chemins. Prenez l'histoire du comte d'Acera, par exemple. Possessionné tout près de Naples, ce seigneur avait participé à la triste expédition de Sicile en 1282, et Charles était convaincu qu'il avait participé également à sa capture. Alors, ni une ni deux, il met la main sur le comte. Alors, pour son supplice, j'ai un extrait de chronique dont je n'ai pas réussi à retrouver l'origine, donc à vous de voir si vous y croyez. Elle dit que le comte fut trouvé et prouvé très mauvais sodomique et traître à son seigneur, et il fut, depuis le dos jusqu'à sa bouche, percé d'une broche de fer ardent. Il poursuit ainsi la glorieuse lignée des comtes d'Acera, puisqu'un dénommé Richard avait lui aussi été supplicié un siècle auparavant et achevé par un bouffon qui lui avait attaché une pierre autour du cou alors qu'il était pendu par les pieds. Bref.
Charles II en profite également pour réduire l'enclave de Lucera, cette petite colonie musulmane qui avait soutenu l'empereur pendant la conquête. Au début, il souhaite répartir la population de la ville dans son royaume, mais les paysans des zones choisies s'y opposent. Ils avaient sans doute peur du grand remplacement. Charles décide donc finalement de les vendre comme esclaves, et hop, problème réglé. Le roi de Naples s'éteint en 1309 avec le sentiment du devoir accompli. Son successeur, Robert, règne jusqu'en 1343, sans grande action d'éclat, à part celle de ruiner l'arsenal de Marseille à force de lancer des raids inutiles sur la Sicile, que de toute façon son prédécesseur avait reconnu à Frédéric d'Aragon. La mort de Robert va faire entrer un nouveau challenger dans cette équation italienne pourtant déjà bien compliquée, la Hongrie. Alors les Hongrois, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? À la mort de Robert, la seule héritière est Jeanne, sa petite fille. Elle est mariée à André, qui est le fils cadet du roi de Hongrie, qui s'appelle Louis de Hongrie, forcément. Vous suivez? Bon. Dans la nuit du 18 novembre 1345, André est mystérieusement assassiné. Son frère, Louis, est convaincu que c'est sa femme, Jeanne, qui a commandité l'assassinat. Il débarque donc en Italie à la tête de son armée en 1348 et il s'empare de Naples alors que Jeanne et son nouvel époux, et parce qu'elle s'est déjà remariée, Louis de Tarente, se sont enfuis. Mais le roi de Hongrie n'a plus d'argent et d'ailleurs en fait il n'a pas grand chose à faire à Naples, donc il décide de rentrer vite fait chez lui. Avec le retour de Jeanne, c'est la pagaille. Le royaume de Naples se transforme en un vaste champ de bataille à ciel ouvert entre les partisans de Jeanne d'un côté et ceux des Hongrois de l'autre. Et finalement, c'est le pape qui va mettre le holà. Il impose une trêve en 1350, gracie les Italiens qui se sont accoquinés avec les Hongrois, et ordonne qu'une enquête soit faite sur la mort de ce brave André de Hongrie, qui n'avait rien demandé finalement. Mais pour Jeanne, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Le roi de France, Jean le Bon, se dit que finalement le moment est propice pour agrandir un petit peu son royaume, notamment du côté du comté de Provence qui appartient à Jeanne. Vous imaginez, elle est déjà empêtrée jusqu'au cou dans de sombres histoires hongroises, et voilà que le roi de France envoie des soldats dans son dos. Il se fait d'ailleurs rappeler à l'ordre par le pape, Innocent VI, qui lui écrit « Nombreux, mon fils, sont ceux qui, se recommandant de ton nom et de ton titre, et qui plus est, sur ton ordre, se disposent à envahir le comté de Provence qui appartient, comme tu le sais, à notre chère fille Jeanne, reine de Sicile, ta parente. » Bon, cet imbroglio se poursuit pendant quelques années, émaillé par les coups de pression à chaque fois que Jeanne se remarie. Parce que cette brave Jeanne, elle en a quand même eu quelques-uns, des époux. Mais la situation va encore se complexifier, et oui, encore, avec un événement qui secoue l'Occident à partir de 1378, le Grand Schisme. Alors, je vais pas vous refaire toute l'histoire, de toute façon vous la connaissez déjà, si vous avez écouté l'épisode sur l'assassinat de Louis d'Orléans, et si vous ne l'avez pas écouté, qu'est-ce que vous attendez? À partir de 1378, la chrétienté a deux papes, l'un à Avignon et l'autre à Rome. Et en quoi ça concerne Jeanne? Eh bien, en 1378, elle n'a toujours pas d'héritier, malgré ses nombreux mariages successifs. Les papes se mêlent donc de l'affaire et ils lui donnent chacun un fils adoptif sans lui demander son avis. Côté pape d'Avignon, c'est Louis Ier d'Anjou qui est choisi.
Frère du roi de France, il est décrit par le religieux de Saint-Denis comme un espèce de beau gosse, excellent en toutes choses, et, je cite, d'une constitution robuste et vigoureuse. Ça, c'est pas mal pour avoir de futurs héritiers. Côté pape de Rome, on choisit Charles Duras, qui est l'époux d'une sœur de Jeanne. C'est son beauf, quoi. Charles Duras dégaine le premier. Il s'empare de Naples en 1381 et enferme sa mère adoptive dans un cachot avant de la faire étrangler sous des coussins en 1382. Sympathique famille, pas vrai? Forcément un peu ronchon d'avoir été spolié de son héritage quand même, Louis d'Anjou débarque à la tête d'une armée et sème la terreur sur son passage. C'est plutôt un prince chevaleresque. Il veut affronter son ennemi Charles sur le champ de bataille, mais ce dernier passe son temps à se dérober. Assiégé dans la ville de Barletta, par exemple, il sort avec son armée par une porte et rentre aussitôt par une autre. Quel blagueur ce Charles! Louis d'Anjou ne supporte pas ces pitreries et d'ailleurs il meurt de la fièvre en 1384. Le retour de son armée en France, à travers un territoire hostile et des montagnes enneigées, est un véritable calvaire. En attendant, Charles Duras triomphe. Il parvient même à se faire couronner roi de Hongrie en 1385, mais il meurt l'année suivante, assassiné lors d'un attentat. Alors là, la situation était déjà plutôt trouble, mais elle devient carrément incompréhensible. Vous avez compris que deux branches de la famille d'Anjou s'affrontent, soutenues chacun par un pape. La branche d'Anjou-France d'un côté et la branche d'Anjou-Hongrie de l'autre, si on peut dire. Louis II d'Anjou, qui appartient à la branche française, est encore un gamin à ce moment-là. Il laisse donc la conduite des opérations à ses lieutenants en Italie, qui sont la famille Sanseverino. Côté hongrois, c'est Ladislas, le fils de Charles Duras, qui reprend le flambeau. Évidemment, les deux princes sont couronnés rois de Naples par leurs papes respectifs, histoire de bien rajouter à l'incompréhension générale. C'est un bordel! Alors, Ladislas s'empare de Naples en 1399, mais il doit fuir aussitôt à cause d'une terrible épidémie de peste. Peu à peu, il va affirmer la conquête du royaume, notamment en capturant et en étranglant les membres de la famille Sanseverino, dont les corps sont dévorés par les chiens. L'Italie s'enfonce dans la misère alors que la guerre civile fait rage entre les partisans des deux camps. Ladislas meurt en 1414 et c'est sa sœur, Jeanne, encore une Jeanne, qui hérite du royaume. Elle se marie avec Jacques II de Bourbon, qui est l'ancien lieutenant de Louis d'Anjou en Italie, donc on pourrait penser que ce mariage réunit les deux camps. Mais en fait, les noces ne sont pas très heureuses, on va dire. Jeanne ne supporte pas son mari, qu'elle fait enfermer dans un cachot. Dans sa chronique rédigée 50 ans plus tard, Olivier de la Marche, qui était son lointain parent, explique qu'elle aimait tant son mari qu'elle venait le visiter chaque jour et lui donnait elle-même à manger et à boire de peur qu'on l'empoisonne. Le mari. Si ça, c'est pas une relation toxique, je sais pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, bon, il faut dire que Jacques de Bourbon, il avait quand même fait torturer et décapiter l'amant de sa femme, donc forcément, ça jette un froid. Bon, promis, on arrive bientôt à la fin de cette triste période. Jeanne meurt finalement en 1435. Et comme le schisme entre les deux papes s'est résolu entre-temps, c'est un pape unique qui décide que la couronne de Naples va revenir à René d'Anjou, qui est aussi comte de Provence et duc de Lorraine. On comprend qu'il ait voulu aller de la Lorraine à Naples. Bon, pas de bol, le bon René est à ce moment-là enfermé chez les Bourguignons pour une sombre histoire de rançon. Pourtant, il y a fort à faire en Italie. Les Hongrois ne sont plus vraiment un problème, mais juste avant sa mort, la reine Jeanne avait désigné le roi Alphonse d'Aragon comme son héritier, et le royaume de Naples est maintenant infesté d'Aragonais, comme au bon vieux temps quoi. Dans les années 1440 et 1450, le roi René d'Anjou mène plusieurs expéditions dans le royaume de Naples pour tenter de conserver son royaume. C'est un travail harassant avec un ennemi qui se dérobe sans cesse et des victoires sans lendemain. Finalement, deux grandes défaites viennent sceller le sort de l'Anjou en Italie en 1461 et 1462. Sévèrement battus par les Aragonais, les Angevins plient bagages et rentrent en France. Bref, René d'Anjou n'aura pas marqué l'histoire. De 1266 à 1462, la maison d'Anjou a donc tenté pendant 2 siècles de se maintenir dans ce royaume de Naples gagné à la pointe de l'épée. Pour le peuple, cette période angevine a été une calamité. Guerre permanente, massacres, changement d'alliance incessant, situation confuse et gouvernement aussi solide que des châteaux de cartes, la stabilité n'est jamais vraiment revenue. L'abandon du royaume par la maison d'Anjou en 1462 est finalement un véritable soulagement et va permettre au sud de l'Italie de retrouver une certaine quiétude pendant une trentaine d'années.
Car si la maison d'Anjou est définitivement hors jeu, un autre challenger de poids s'intéresse à ce petit bout de terre au bout de la péninsule, le roi de France. Mais c'est une histoire pour un prochain épisode. À la prochaine!